Moussa Ngomben Abignon, que la paix soit avec vous, avec tous ceux, frères et sœurs, compatriotes, amis africains et tous ceux qui ont bien voulu regarder cette vidéo cet après-midi. J'ai commencé cette vidéo par un hommage en musique à un artiste africain Defao, un africain du Congo qui nous a quittés. Defao, paix à son âme, et puis, comme on dit sur la terre du Cameroun, Wallabouam. Cette semaine, la Maison des Camerounais de France, Centre franco-camerounais, va clôturer la semaine d'hommage consacrée à un artiste tout aussi réputé, Nkodo Sitoni, décédé il y a quelques jours, qui nous a quittés, qui a pris le chemin des ancêtres. Et jeudi, quand il sera 17h, de 17h à 21h, au 8 rue Bachelet à Paris, dans le 18e arrondissement de Paris, métro Château-Rouge, ligne 4, métro Lamarck-Colincourt, ligne 12 et métro Jules Dufresne, ligne 12, nous allons nous retrouver pour un premier hommage et première série de témoignages ensemble autour d'un verre de la fraternité en la mémoire de Nkodo Sitoni. Ceux et celles d'entre vous présents à Paris sont les bienvenus et les invités à cette circonstance importante à la fois pour la Maison des Camerounais de France, Centre franco-camerounais et le réseau Afrique 6e région, et tous ceux qui portent, valorisent et mettent en lumière les musiques du Cameroun et d'Afrique, valorisent ce patrimoine qui nous est cher. Cet après-midi, j'ai choisi de vous parler d'un combat que nous menons, un combat dont je suis l'un des porteurs depuis un certain nombre d'années. En plus, ou tout au moins à côté, en lien avec le combat sur la restitution des œuvres volées à l'Afrique. Vous savez, je vous ai régulièrement informé sur cette mission, cette tâche que je me suis assignée aux côtés d'un certain nombre de frères africains et qui portent la veine panafricaine, et surtout aux côtés aussi d'un certain nombre d'organisations françaises, d'organisations européennes. Oui, car les questions qui concernent le passé colonial français, européen ou tout au moins occidental sur le continent africain n'intéressent pas que les Africains, les ressortissants du Cameroun, du Congo, du Togo, du Tchad, tout au moins ces Africains qui sont installés en France et qui se battent corps et âme pour que la justice et la vérité soient la résine des liens entre les peuples. Ce combat, l'association des archivistes français, l'association des généalogistes, un certain nombre d'historiens américains, français, européens, aussi africains, Robert Paxton, Vievorka et un certain nombre également se sont joints à cette tâche ardue qui n'était pas facile. Cette tâche qui consistait à ce que les archives classées secret défense de l'État français puissent être accessibles, ouvertes à ceux qui mènent des recherches, à ceux qui font le travail et le devoir de mémoire, à ceux qui s'engagent tout au moins sur ce chemin. Eh bien, au bout d'un travail long, harassant, au bout d'une concertation entre différentes organisations, au bout d'une pétition qui a rassemblé plus de 18 000 signatures, au bout de réunions inlassables, éreintantes, l'association des archivistes français, les généalogistes, l'association Josette et Maurice Audin, et un certain nombre également d'associations d'historiens et d'historiens, d'associations ont mis en place un dispositif qui consistait à se pourvoir devant le Conseil d'État qui est la plus haute juridiction administrative en France et qui est chargé d'examiner les projets de loi, les arrêtés, tout au moins les actes réglementaires pris par le gouvernement et qui décident à la fois de leur conformité avec la Constitution ou tout simplement leur conformité réglementaire. Ce travail a été fait. Ce travail a été fait pour deux raisons. La première raison, c'est que nous ne pouvions pas laisser dans l'oubli. Nous ne pouvions pas laisser oublier. Nous ne pouvons pas laisser dans l'écume comme ça du temps, la mémoire de nos ancêtres qui sont morts parce qu'ils défendaient leur dignité. Nous ne pouvions pas laisser comme ça, dans le vent, dans la poussière du temps, la mémoire des Camerounais, des Tchadiens, des Ivoiriens, des Ghanéens. J'allais dire ceux à qui justement ces noms coloniaux ont été donnés, mais qui sont des Africains dignes et fiers et qui n'ont pas voulu que leur mémoire
que leur dignité soit piétinée. Ce combat, à titre personnel, j'ai choisi de le porter. On m'a dit, personnellement, que les initiatives que je prenais, notamment le pilotage, la mise en exergue et la direction de la Maison des Camerounais de France allaient pâtir effectivement de mes engagements. Eh bien, je l'assume. Je l'assume totalement. Je l'assumerai toujours. Quand nous avons commencé le combat pour la restitution des biens volés à l'Afrique, on m'a promis des montagnes d'Havani. On m'a promis le supplice, on m'a promis le bûcher. On m'a dit qu'on ne peut pas accorder un visa à un fils d'Afrique comme moi pour que je vienne embêter l'État français. On m'a dit ceux qui se contentent de leur nationalité française, de leur pavillon, de leur confort, m'ont dit qu'il fallait que je me contente d'avoir un travail, un emploi, que je m'occupe de ma famille. Oui, c'est bien de s'occuper de sa famille. C'est bien d'avoir un pavillon. C'est bien d'avoir la nationalité française. C'est bien d'avoir les papiers. C'est très bien tout ça. Mais c'est surtout bien d'avoir sa dignité. Et moi, j'ai choisi le combat pour la dignité. J'ai choisi le combat qui consiste à dire une chose. Quand les Français, ce peuple exaltant, quand les Français, cette terre qui m'a accueilli ici, mon pays d'accueil, la France, ici, quand les Français célèbrent Jeanne d'Arc, une jeune pucelle des années 1400, quand ils célèbrent Napoléon, quand ils parlent de Gaulle, ils sont fiers, ils ont les yeux exorbités, comme ça. Mais quand nous, les Africains, nous devons parler de notre histoire, on nous l'interdit au nom d'un confort qu'on devrait assurer, au nom d'une assimilation qu'on devrait poursuivre en France pour avoir la tranquillité, pour avoir la paix et pour avoir, comme disent ces fiefés chroniqueurs devenus candidats à l'élection présidentielle, pour avoir des allocations. Non, j'ai choisi de ne pas me situer du côté de ces Africains-là. Et par conséquent, de mener les combats qui seront ceux que mes enfants, nos enfants, porteront aussi demain, non pas simplement comme nous, mais desquels ils se nourriront, pour être comme les jeunes Français, les jeunes Allemands, les jeunes Américains, qui sont passionnés et qui connaissent leur histoire. Nous sommes les seuls peuples au monde à avoir honte de notre histoire. Nous sommes les seuls peuples au monde à ne pas transmettre nos langues à nos enfants. Nous sommes les seuls peuples au monde à être contents que nos enfants ne parlent pas leur langue parce qu'ils sont des Français, parce qu'ils sont devenus des Anglais, parce qu'ils sont devenus des Norvégiens ou des Américains. Nous sommes les seuls peuples au monde à indiquer, à mettre à l'index ceux qui se sont battus pour notre indépendance, pour notre gloire, comme étant des Bamileke, comme étant des Bamoun, comme étant des Douala, comme étant des Beti, donc des gens qui ne sont pas de notre ethnie, ou encore des Bassa, et à qui, justement, on ne devrait pas faire l'allégeance de la mémoire. Et donc, dans ce travail-là, pour lequel je me suis ardemment investi depuis des années, et qui m'ont valu, effectivement, à la fois pour ces sacrifices, oui, des colibets, des avanis, des mises à l'index, une marginalisation, même parfois, que j'assume, que je revendique, eh bien, quand il y a des résultats, quand le Conseil d'État en France, oui, répond favorablement à la requête d'hommes dignes, à la requête d'intellectuels, à la requête d'activistes, à la requête de ceux qui militent pour la vérité et la justice. Parce que oui, la résine, je le dis encore fermement cet après-midi, la résine des liens entre les peuples, ce n'est pas les intérêts. Ce n'est pas les intérêts de la France en Afrique, ce n'est pas les intérêts du Cameroun en France, ce n'est pas les intérêts de l'Amérique, les intérêts de la Chine, c'est la vérité et la justice. Et ce principe triomphera toujours, au-delà de la réelle politique, au-delà des réalités de la géopolitique dont j'ai voulu être un spécialiste dans le courant de mon cursus et de mes études. Non, la question des intérêts, elle est tout aussi importante que celle de la vérité et de la justice. C'est pourquoi nous nous sommes liés. Et aujourd'hui, mes chers amis, mes frères et sœurs, j'ai vu que Manuel Doumer, Jacob Tatita, que je salue avec 1000 révérences, que Thomas Deltombe, qui ont engagé ce travail de fond, pour, de façon archéologique comme ça, aller chercher dans le secret des archives, dans le secret justement de tes documents qu'il fallait dépoussiérer, jaunis, pour raconter l'histoire de la guerre que l'armée française a menée au Cameroun et qui a été à l'origine de ce système odieux qu'on appelle la France-Afrique. Oui, Jacob Tatita, oui, Doumer, oui, Deltombe, je vous salue bien bas. Il y a aussi, dans ce sillage-là, un certain nombre d'historiens, Benjamin Stora et d'autres, qui ont fait le travail.
Il y a les disparus de la guerre d'Algérie, Pierre Mansart, que je salue ici, mon cher Pierre Mansart. Je te salue pour ton travail. Je te salue pour ton travail qui a relaté cette bataille qui est menée par les archivistes, qui est menée par les historiens, qui est menée par les intellectuels, qui est menée par les activistes, pour que la vérité triomphe de la question des intérêts, pour que les placards qui sont remplis de corps de mes ancêtres, de corps de nos ancêtres, nos corps qui ont besoin de deuil, aujourd'hui puissent être ouverts, mon cher Pierre Mansart, mon cher Stora, mon cher Jacob Tatita, mon cher Doumert, mon cher Deltombe. Et puis aussi aux auteurs de l'Empire, la France-Afrique, cet empire qui ne veut pas mourir, je vous salue également. Parce que nous sommes à vos côtés. Non seulement nous sommes à vos côtés pour porter cela, mais nous nourrissons ce travail-là de notre engagement, de nos plumes, de nos réflexions, de nos pensées. Et depuis donc quelques mois, et ça a été confirmé, le Conseil d'État a donc retoqué 2 actes réglementaires de l'État français. Un arrêté de 2011 et un arrêté de 2 novembre 2020 par lequel l'État français sous Nicolas Sarkozy et sous Emmanuel Macron ont choisi justement d'assujettir l'ouverture des archives classées secret défense à une procédure de déclassification. Cela signifie quoi? C'est que la loi de 2008 permettait que les archives entre 50 et 100 ans puissent être ouvertes quand elles portent le sceau, le tampon secret défense. Donc 50 ans aujourd'hui, c'est 1971. Tous les documents qui sont dans les archives classés secret défense, qui portent ce tampon-là avant 1971, sont consultables par chacune et chacun d'entre vous. Les archivistes, les historiens, les généalogistes, les citoyens qui le souhaitent, les citoyens qui veulent s'informer, se cultiver, faire ce travail et ce devoir de mémoire. Et oui, grâce à cet engagement que nous avons pris, le Conseil d'État a retoqué les arrêtés de novembre 2011 et de novembre 2020 pris par l'État français en vertu de ce qu'on appelle l'instruction générale interministérielle portant sur le secret défense. Pourquoi nous l'avons fait? Parce que Roger Faligot et Paul Guinel, qui ont écrit l'histoire secrète de la Ve République aux éditions La Découverte en 2006, ou encore Pascal Kropp dans son histoire de l'espionnage français, dans les secrets de l'espionnage français, nous ont relaté des épisodes assez douloureux, assez poignants, de cette guerre que la France a menée dans un certain nombre de territoires sur le continent africain. Cette guerre a fait empoisonner, décapiter, tuer un certain nombre de fils de notre continent, notamment Félix Roland Moumié, notamment Oum Nyobe, pour le cas du Cameroun, et Ernest Wandier et des milliers, des centaines de milliers d'autres. Oui, plusieurs centaines de milliers de Camerounais sont morts. Plusieurs centaines de milliers de Camerounais attendent que le deuil soit fait. Plusieurs familles camerounaises attendent que le deuil soit fait des leurs qui sont partis, ensevelis par le napalm. Plusieurs familles françaises, oui, ici aussi en France, car je veux saluer ici l'association Maurice et Josette Audin pour son engagement, pour son travail. Maurice Audin, c'était qui? Maurice Audin était un mathématicien français. Un mathématicien français qui est mort en 1957. Il est mort en 1957 dans des circonstances troubles. Il était membre du Parti communiste à Alger et surtout militant de l'indépendance de l'Algérie. Il ne voulait pas que son pays, la France, continue de dominer, continue d'assiéger, continue de piller, continue de rester dans ce pays d'Afrique du Nord. Maurice Audin s'est donc engagé. Il a été arrêté en juin 1957 et depuis a disparu. Et qu'est-ce qu'on apprend des années, des décennies plus tard, justement par ce travail de l'association Josette et Maurice Audin, par ce travail des archivistes, par ce travail des historiens, par ce travail des intellectuels, des historiens et des militants engagés. On apprend, évidemment, suite à une première révélation du général Ossarès, on apprend que Maurice Audin a été tué par l'armée française. Que Maurice Audin a été tué, torturé et tué par l'armée française. Et le président Emmanuel Macron, en 2018, a reconnu officiellement la responsabilité de l'armée française dans les tortures
notamment la torture absolument ignoble, ignominieuse de Maurice Audin. Et cette association tiendra, et nous tenons à être présents ce jour-là, son assemblée générale à l'hôtel de ville de Paris. Oui, ces responsables d'association sont ceux et celles avec qui ce combat est mené. Ce combat qui ne concerne pas que des personnes à la couleur de peau noire ou blanche, mais qui concerne tous les humains qui se sentent investis de cette mission pour la justice, la dignité et la vérité. L'arrêt, la décision contentieuse du Conseil d'État de juillet et qui a été confirmée donc, permet que le travail qui a été engagé puisse être poursuivi. Ce travail va se poursuivre malgré effectivement cette loi terrorisme et renseignement qui est venue parce que l'État français avait anticipé effectivement sur les effets concrets de la loi, de la décision contentieuse du Conseil d'État. Il ne s'agit de faire la guerre à personne. Il ne s'agit d'être contre personne. Mais il s'agit pour la dignité de ce pays qui récemment a inscrit Joséphine Baker au Panthéon. Il s'agit de ce pays où Maurice Audin, qui était un enfant de France, comme un certain nombre de fils de France, sont allés dans différents pays d'Afrique et qui, face à l'ignominieuse politique coloniale, se sont révoltés. Ils sont nombreux. La liste ne serait non exhaustive si je me mettais à citer ces figures, ces personnalités. L'Union des populations du Cameroun en a connu. Un certain nombre d'autres partis indépendantistes sur le continent ont connu ces personnes françaises qui étaient à leur côté. Ces personnes françaises qui ont dit non à la barbarie, qui ont dit non aux horreurs, qui ont dit non au pillage, qui ont dit non à l'exploitation de l'autre par l'autre, l'exploitation de l'homme par l'autre, l'exploitation des uns par les autres, l'exploitation de l'homme par l'homme. Ces loups occidentaux qui étaient devenus des loups pour leurs frères d'Afrique. Ces loups français qui étaient devenus des loups pour ceux qui sont venus en Afrique, donner leur nom parfois à des cités africaines. Détruire des cultures et des civilisations, instaurer un ordre qui n'était pas celui des Africains. Eh bien, ce travail, donc, se poursuit. Ce travail se poursuivra aussi longtemps qu'il y aura des hommes d'engagement, des hommes de justice et de paix, des hommes de fraternité, des hommes d'humanisme au sens de mettre l'individu, l'homme, au centre des priorités, et non l'argent, et non les intérêts uniquement des États, et non l'or qu'on brasse pour son propre peuple. Eh bien, aussi longtemps qu'il y aura ces hommes, aussi longtemps que ma modeste personne sera là. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, rien ne saurait ébranler mon engagement. Rien ne saurait ébranler mon engagement. C'est-à-dire que si pour mes activités, si pour mon activité associative, pour effectivement qu'un lieu comme la Maison des Camerounais de France puisse vivre, si je n'obtiens pas de subvention, si je n'obtiens pas de soutien, si je n'obtiens pas d'argent, il n'y a pas de problème. Je ne peux pas assujettir mon engagement à des bribes de soutien. Je ne peux pas assujettir mon engagement à des subventions précisément. Je ne peux pas subvertir, je ne peux pas travestir ma mémoire, mon âme, ma pensée profonde, ma conscience pour ce que j'allais dire les clopinettes du temps. Quand tout à l'heure j'ai évoqué l'histoire secrète de la Ve République, les secrets de l'espionnage français, je pense à ce travail qui, dit-on, va être engagé par l'État du Cameroun via un certain nombre de figures intellectuelles, académiques, consistant à rédiger l'histoire générale du Cameroun. Cette histoire générale ne peut être solide, ne peut être concrète, ne peut être juste, ne peut être fiable, ne peut avoir l'onction de la vérité, de la dignité, de la justice, que si elle soutient, elle s'accompagne, elle se nourrit de ce travail, de ce combat que nous engageons. Parce que pour savoir, pour dire ce qui s'est passé le 31 décembre 1958, le 31 décembre 1959, le 13 novembre 1960 et
des dates subséquentes à partir des années 70 où les accords ont été signés entre le Cameroun et la France sans qu'un citoyen français ne puisse être au courant, sans qu'un citoyen camerounais ne puisse être au courant, eh bien, nous disons dans notre travail, dans notre démarche, que plus jamais ça pour les peuples de France et du Cameroun. Plus jamais ça, des signatures d'accords entre les pays africains et le Cameroun sans que les citoyens ne soient et ne puissent être au courant. Plus jamais ces accords, comme ceux du 31 décembre 58 et du 31 décembre 59, qui faisaient des hydrocarbures de nos sous-sols et terres, la propriété prioritaire de la France dans les négociations. Oui, c'est marqué dans le texte du 31 décembre 1958, du 31 décembre 1959. Et le 13 novembre 1960, dans cet accord de coopération et d'assistance technique entre la France et le Cameroun, justement en son article 1, où effectivement le Cameroun et la France s'engagent effectivement à accorder, à accréditer des ambassadeurs à Paris et à Yaoundé, en faisant de l'ambassadeur de France au Cameroun le doyen de droit du corps diplomatique, et dans son article 3, celui du 13 novembre 1960, en faisant effectivement de la France le représentant du Cameroun auprès d'un certain nombre d'organisations internationales. Tout cela, les Camerounais ont le droit et le devoir de le savoir. Paul Grossin, qui était une figure importante de l'armée française, qui était général et conseiller auprès du Premier ministre Michel Debré en 1958, et en 1960, en novembre 1960, de manière plus précise, quand la décision a été prise de confier à William Bechtel, un agent des services secrets français, la mission qui consistait à décapiter, c'est-à-dire à tuer Félix Roland Moumié, qui était devenu depuis 1958, c'est-à-dire après l'opération qui consistait à prendre des tirailleurs tchadiens pour aller tuer, éliminer Ruben Oumniobé dans la forêt de Boumniébel, précisément à Libel Lingoy. Eh bien, Paul Grossin, in extenso, aujourd'hui, nous pouvons l'affirmer, Paul Grossin et Michel Debré ont eu cette conversation absolument explicite pour l'élimination de Félix Roland Moumié. Cela, dans la rédaction de l'histoire générale du Cameroun, il faudrait que cela puisse figurer. Parce que si nous continuons ce travail qui consiste effectivement à lisser, à caresser dans le sens du poil l'histoire, eh bien, qu'est-ce que ça produit? Ça produit la poussière sous le tapis. Et cette poussière sur le tapis finit par faire tousser l'histoire. Une sorte de Covid après coup. Une sorte de Covid. Je ne sais pas quel nom, quel titre, quel nombre il faut accorder à ce Covid-là. Une sorte de Covid qui irait à l'encontre, effectivement, des intérêts en termes humanistes, en termes de dignité de notre peuple respectif. Donc, j'ai voulu cet après-midi faire un premier point sur cette bataille que nous avions engagée, et c'est un droit de suite, un devoir de suite que je me suis imposé depuis environ 10 ans de présence sur les réseaux sociaux. C'est que l'ensemble des combats où je suis impliqué, que je porte ou auxquels je suis associé, il faudrait qu'au bout de 6 mois, au bout d'1 an, au bout de 3 ans, au bout de 4 ans, de 5 ans, peu importe, que nous soyons en mesure d'informer les Africains que nous sommes, les Camerounais en particulier quand ça les concerne, des suites de ces combats-là. Et j'ai envie de vous dire cet après-midi que je suis un enfant fier de l'Afrique, autant que j'ai une demi-fierté déjà à savoir que l'expression vol, l'expression spoliation est désormais accolée aux objets qui ont été emportés par l'armée française, les forces françaises sur mon continent, sur notre continent, l'Afrique. Je ne fais pas partie de ceux qui ont honte d'être africains, jamais. Je ne fais pas partie de ceux qui ont honte d'être Camerounais, jamais, au grand jamais. Bien au contraire, je le porterai, je le valoriserai aussi haut qu'il y aura le Kilimandjaro, il y aura le mont Everest, il y aura le mont Cameroun. Et c'est pour cela que je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Oui, mêlez-vous de ce qui ne vous regarde pas. Ce qui ne vous regarde pas, c'est ce qu'on vous dit. C'est l'histoire du chasseur qui raconte l'histoire de la chasse. Mêlez-vous, chacune et chacun d'entre vous. Ne vous contentez pas uniquement en Europe d'être citoyen africain devenu européen. Faites quelque chose pour votre pays. Faites quelque chose pour votre pays d'origine. Faites quelque chose pour votre continent d'origine, la matrice de l'humanité, oui, ce qu'on appelle le berceau, ce continent qui a été à l'origine de la civilisation de l'humanité. Faites quelque chose pour l'Afrique. Et chacune et chacun à son niveau. J'ai dit tout à l'heure dans l'entame de ce
cette vidéo en direct ici, dans ce lieu que je porte, avec un certain nombre d'Africains du Cameroun et un certain nombre d'Africains, puisque nous sommes désormais dans un réseau Afrique 6e région, j'ai dit que rien n'ébranlera mes combats. Rien n'ébranlera mon combat pour la justice, la vérité. Parce que la résine, pour ma part, des liens entre la France et le Cameroun, en l'occurrence, entre la France et les pays africains, ce n'est pas les intérêts, c'est la justice et la vérité. Parce qu'aujourd'hui, un certain nombre de liaisons, de ponts, de traits d'union sont établis entre ces pays, qu'on le veuille ou pas. Et que si nous, on doit continuer à vivre sous le joug de la vérité qui vient d'en haut, sous le joug de la vérité officielle, eh bien, au bout de 100 ans, au bout de 50 ans, au bout de 200 ans, l'histoire va tout sauter. Parce qu'il y aura tant de cadavres dans les placards, il y aura tant de poussière sous les tapis. Et j'ai voulu informer ceux qui ont soutenu ce combat depuis de longs mois. Ce combat qui est souvent perdu d'avance parce qu'on m'a toujours dit que ces combats sont perdus d'avance. Mais quand il y a des résultats, j'ai envie de regarder mes frères et sœurs dans les yeux qui le disaient pour leur dire, vous savez, ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. Il y a un aîné, un ancêtre, il y a très très longtemps, dans les premiers âges de la quête de l'humanité pour la science et le savoir, c'est Ptahhotep. Ses écrits ont été pillés, volés et transcrits sous le nom de quelqu'un d'autre qui s'appelle Pris. On a transcrit ses écrits sous le nom de Papyrus Pris. C'est aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France. Il s'appelait Ptahhotep. C'était dans l'Égypte antique, pas loin de la Nubie. Il a écrit des maximes. Il a écrit des maximes et la maxime numéro 23, et d'ailleurs son livre est considéré comme le livre, le premier, le primus dans l'histoire de l'humanité. C'est le premier livre de l'histoire de l'humanité. Autant pour moi. Et dans ce livre-là, il y a des maximes, dont l'une que je peux citer de tête, la maxime 23, que ton cœur ne soit pas vaniteux à cause de ce que tu sais. Prends conseil auprès de l'ignorant comme du sage. La parole et la perfection, la parole parfaite et l'art parfait ne sont pas de ce monde, car il n'existe pas de perfection dans l'art. Pourtant, la perfection peut se trouver, celle qui est aussi rare que la pierre verte auprès de la femme sur la meulière. Ce travail donc est sous le sceau, à la fois de la grandeur pour l'Afrique, l'exigence de vérité, l'exigence de justice. Parce que je suis de ceux qui pensent que la question géopolitique, la question géostratégique est une réalité de notre monde, mais n'est pas la seule réalité de notre monde. La question de la fraternité, la question de la justice et de la vérité est tout aussi une réalité de notre monde que la réalité géopolitique et géostratégique. Et cela, je le dis en connaissance de cause, ayant étudié la géopolitique, la géostratégie, le droit et les relations internationales. Je sais que ce sont des domaines extrêmement importants, structurants de notre vie humaine, mais ils ne sont pas les seuls domaines. Et avec cette victoire de notre collectif, cette victoire de ce groupe d'associations, d'historiens, d'archivistes, de généalogistes, de personnes qui croient en la justice et à la vérité. Parce que les arrêtés de 2011, les arrêtés de novembre 2020, qui ont été pris par l'État français pour soumettre à une déclassification préalable des documents qui, au regard de la loi de 2008, celle que rappelle le Conseil d'État, que nous avons rappelé l'ensemble de ces associations dans notre requête, eh bien la loi de 2008 était explicite. Les documents d'après 50 ans ou 100 ans. 100 ans pourquoi? Parce que 100 ans c'est pour des personnes qui peuvent être identifiées ou citées. C'est pour ça qu'il y a 100 ans. Mais de manière classique, un document au-delà de 50 ans, ce qui porte un tampon secret défense, comme les accords secrets entre la France et le Cameroun, les accords secrets entre la France et un certain nombre de pays africains, aujourd'hui, ils sont librement consultables, notamment par les chercheurs, parce que nous devons savoir la vérité. Il y a un combat qui est mené, pour lequel un certain nombre d'Africains sont morts, pour lequel un certain nombre d'Africains ont perdu la vie. Je veux saluer ici Claude Tundian Pouemi avec son retentissant ouvrage « Monnaie, servitude et liberté ». Je veux saluer ici Sylvanus Olympio, le premier mort du franc CFA, celui qui est mort, qui était président du Togo, qui a dit non à la monnaie coloniale, à la monnaie esclavagiste, et qui en 1963 a subi le joug d'un coup d'État, à la veille de la mise en place de la monnaie de son pays qui s'appelle aujourd'hui le Togo. Eh bien, il y a un certain nombre d'accords de coopération monétaire qui ont été mis en place. L'accord de 1973,
du 4 décembre 1973. Il concernait les pays d'Afrique de l'Ouest. Ce qu'on appelle aujourd'hui ces pays de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Il y a eu les accords du 24 novembre 1972. Ils concernent les pays de ce qu'on appelle la Banque des États d'Afrique centrale. Il y a eu les accords du 24 novembre 1978. Ils concernent aujourd'hui l'Union des Comores. Et à ces accords ont été assortis un certain nombre de clauses, notamment en 1977, celles qui permettaient aux pays d'Afrique centrale, notamment ceux de la BEAC, d'avoir leur siège à Yaoundé et en 1978 à Dakar. Oui, parce que en plus de battre la monnaie en Auvergne, en France, la Banque des États de l'Afrique centrale était à Paris. La Banque des États d'Afrique de l'Ouest était à Paris. Il a fallu là aussi que les Africains se battent, que les Africains perdent la vie, que les Africains soient ostracisés, que les Africains soient mis en index, que certains perdent leur boulot. Pourquoi? Parce que, oui, Paris ne voulait pas que nous ayons notre souveraineté monétaire. Et beaucoup d'entre nous aussi, parce qu'il faut le dire. Le militaire tchadien qu'on a amené, tirailleur pour tuer Oumyobé, c'est un frère contre un frère. Ceux qui se battent contre ceux qui ne veulent pas du CFA, ce sont des Africains contre des Africains. Ceux qui nous opposent, ceux qui s'opposent à nous dans la bataille pour la restitution de la mémoire et des objets à l'Afrique, ce sont nos frères africains, ce sont nos sœurs africains. Et c'est le double drame, c'est la double peine de ceux qui s'engagent, de ceux qui se battent comme ma modeste personne. C'est que ceux même qui sont à nos côtés, l'association Josette et Maurice Audin, ce sont des blancs français qui sont à nos côtés. Mais les Africains noirs sont contre nous, s'opposent à nous. Des Africains noirs, des Camerounais, des Tchadiens, des Sénégalais, des Togolais, des Maliens. Ce qui est une double peine pour ceux qui s'engagent. Mais vous savez, j'ai toujours considéré que, comme le disaient nos ancêtres, la viande du buffle est celle qui est la plus difficile à mâcher. Et nous nous considérons comme la viande du buffle. Et cet entêtement, cette détermination est accolée avec ce que j'ai évoqué tout à l'heure, la pensée. Et Taotep, Imhotep, Cheikh Anta Diop, Thomas Sankara, Anton Amo, Willem Amo, Antonin Firmin, William Dubois, je vais en oublier, je vais en citer je pourrais en citer jusqu'à perte de vue. À perte de vue, c'est preux africain. C'est preux chevaliers de la vérité et de la justice qui ont choisi, comme nous, de s'engager au risque et au péril de leur vie. Parce que quand on s'appelle Cheikh Anta Diop et qu'en 1954, on publie un ouvrage, Nation Nègre et Culture, qui procède de sa thèse de doctorat et qu'on est pourchassé, on est traqué, on est mis à l'index par l'université parce qu'on ne veut pas admettre une vérité claire, éclatante, sur la base scientifique de l'antériorité nègre de la civilisation égyptienne antique et que quelques années plus tard, à la fois la paléontologie, l'étude des origines de l'humanité, à la fois la science, la datation, les progrès des techniques de fouille, les progrès de la génétique ont donné raison à Cheikh Anta Diop. Et avant cela, en 1974, lors du congrès du Caire, il a pu faire la démonstration de ce que la Société française d'astronomie en 1934 avec Émile Antony a dit, de ce qu'un certain nombre de figures, comme Antonin Firmin en 1899 avec de l'égalité des races, avaient déjà écrit, de ce qu'un certain nombre de ceux qui se sont appelés les égyptologues dans la suite, justement, de la mission qui avait été une mission coloniale de Napoléon en Égypte antique, où ils ont ramené à la fois l'obélisque qui est à Paris, et puis Champollion également à la suite de tout cela, eh bien, on a vu et révélé, effectivement, cette vérité. Donc, tout ce travail est lié. Ce ne sont pas des digressions. Ce ne sont pas des pertes de temps. Ce n'est pas le travail d'Africains, de Noirs égarés. C'est un travail qui est un travail de dignité pour l'humanité. L'humanité ne pourra se réconcilier de façon durable que s'il n'y a pas de vérité unique venant de l'Occident. S'il n'y a pas de vérité unique venant d'une religion contre une autre. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas de vérité unique venant de religion dite révélée contre ce que l'Africain a produit. L'Africain à qui on a dit qu'il est animiste, qu'il est polythéiste, parce qu'il n'avait pas son mot à dire. L'Africain n'a jamais caractérisé sa religion comme animiste ou polythéiste. Ce sont les autres qui l'ont déterminé. Le Cameroun et un certain nombre de pays africains également ont des réalités qui sont décrites par les autres.
Notre histoire également, l'histoire de la conquête, l'histoire des résistances, l'histoire de ceux qui ont dit non. Et c'est pour cette raison que de façon très engagée et personnelle, aux côtés d'un certain nombre d'organisations et d'autres figures, je me suis engagé depuis une quinzaine d'années. Et vous avez vu, quand un certain nombre de personnes ne voulaient pas m'inviter, moi, sur des plateaux de télévision ou de radio, parce qu'ils protégeaient leurs intérêts. Aujourd'hui, je suis invité allègrement, parce que, effectivement, ce travail de restitution est en train, justement, de porter. C'est la même chose pour d'autres combats. C'est la même chose pour d'autres engagements. Et il ne faut pas s'engager pour être invité sur les plateaux de télévision. Il ne faut pas s'engager pour être reconnu. Il ne faut pas s'engager pour qu'on vous salue. Il ne faut pas s'engager pour être une star. Il ne faut pas être engagé pour devenir, je ne sais pas trop quoi, quel Deus ex machina de la révolution. Il faut s'engager parce que c'est vrai, parce que c'est juste, parce que c'est bien pour tous. J'ai donc choisi cet après-midi, pour 1 heure, tout au moins, de vous entretenir sur ce travail qui a commencé à porter des résultats. C'est que Jacob Tachita, historien camerounais brillant et de haut vol, pourra continuer son travail. Manuel Doumerc, Thomas Deltombe et tous ceux qui se sont engagés sur ce sentier pourront continuer leur travail. Ma modeste personne comme d'autres pourront continuer leur travail d'édification parce qu'ils auront accès aux archives déclassifiées. Ces archives déclassifiées, 50 ans et 100 ans, je l'ai rappelé tout à l'heure. Cette décision, effectivement, il y a une loi qui est venue après cette décision, mais cette loi qui a inséré les documents des services secrets français, mais nous allons continuer le travail. Nous allons continuer cette bataille juridique parce que un état de droit, c'est cela. C'est ce que permet un état de droit. C'est que Bibou Nissak et Fogué, j'aurais pu commencer mon travail, mon propos aujourd'hui par un hommage à Bibou Nissak et Fogué. Et je vais vous dire, chers frères, chères sœurs, qui sont détenus illégalement, injustement, dans mon pays, le Cameroun, que je suis de tout cœur avec vous. Je suis de tout cœur avec tous ceux qui se battent pour les libertés, pacifiquement. Parce que le 22 septembre, je pense que je ne me cache pas, je ne me dissimule pas. Je ne pourrai jamais me dissimuler mes opinions parce que je ne suis pas un homme d'intérêt, je ne suis pas un homme d'argent, je ne suis pas un homme de poste, je ne suis pas un homme de reconnaissance et de gratification. Je suis un homme d'engagement. C'est pour cette raison que je ne me défausse pas. C'est pour cette raison que je ne trahis pas mes convictions. Quand j'ai engagé le travail sur la restitution, sur les biens meubles et immeubles du Cameroun en France, eh bien, je vous ferai aussi un point sur ce travail-là, parce qu'il a connu des résultats. On m'a insulté, on m'a honni, on m'a avili, en me disant que la maison qui est à Saint-Maur coûtait 600 000 euros. L'État du Cameroun vient de la mettre en vente à 5 millions d'euros. J'aurai l'occasion d'y revenir. Moussa Ngomben Nabignon, que la paix soit avec vous. J'ai voulu aujourd'hui, en une demi-heure, 30-45 minutes, vous édifier sur ce travail que nous avons commencé et qui commence à porter des fruits. C'est que grâce à la requête que nous avons portée, ce collectif d'associations, d'historiens, d'archivistes, d'historiens auprès du Conseil d'État français, eh bien, les archives à partir de 1971, avant 1971, donc l'année prochaine nous entrons en 2022, donc à partir de 1972, sont désormais consultables par ceux qui font des recherches, par ceux qui souhaitent connaître ce qui s'est passé entre la France et les pays africains, dans le cadre des guerres coloniales, ce qui s'est passé dans les décisions qui ont été prises par Général de Gaulle, Jacques Foccart, Paul Grossin, général et conseiller de Michel Debré, Premier ministre de la France, pour l'assassinat d'un certain nombre de figures camerounaises, dont Félix Roland Moumié. Ces documents classés secret défense sont consultables 50 ou 100 ans après l'expiration de leur délai. 50 ans pour les documents stricto sensu, 100 ans pour les documents où on pourrait indexer une personne encore vivante, où on pourrait l'identifier plus facilement. C'est très clair, c'est très précis. Cela résulte de l'esprit de la loi de 2008 qui a été tout au moins corseté, qui a tout au moins été récupéré, qui a tout au moins été travesti, j'ose le dire, par les arrêtés de 2011 et de novembre 2020 qui ont voulu soumettre à ces consultations, une procédure de déclassification préalable
quand effectivement ces documents étaient classés secret défense. Eh bien aujourd'hui, la loi terrorisme qui venait d'être votée a encadré encore de manière encore plus précise celle qui concerne les archives des services secrets. Mais là, en l'occurrence, il faudrait qu'une autre bataille juridique, et nous allons la mener, cette bataille juridique, de manière claire et résolue, qu'on nous dise quel est le document qui concerne le service secret. Est-ce que la confidence que Paul Grossin finit par faire, ou Jacques Faucard, sur l'assassinat de Moumié, parce que moi, en tant que Camerounais, fils d'Afrique du Cameroun, je veux que Moumié, Wandié, et tous ces centaines de milliers de Camerounais, qu'on puisse faire un deuil national en leur mémoire. Et pour faire le deuil, généralement, chez les Bétis du Cameroun, par exemple, on fait le silaou. On demande ce qui s'est passé pendant, effectivement, le deuil, on demande ce qui s'est passé. Quelle a été la cause de la mort de ceux qui figurent aujourd'hui parmi nos ancêtres. Une fois encore, merci d'avoir suivi cette vidéo en direct. Je tenais à faire ce point. Je rappelle à tous et pour tous ceux qui souhaitent se rendre à la Maison des Camerounais de France que la Maison des Camerounais de France est située au 8 rue Bachelet, 75 018, donc c'est le 18e arrondissement de Paris, métro Château-Rouge, ligne 4, métro Lamarck-Colincourt et Jules Geoffrin, ligne 12. On va épingler sous cette vidéo en direct l'adresse de la maison et je rappelle que la maison organise pour une semaine un hommage à l'illustre Nkodo Sitoni et cet hommage va se clôturer jeudi de 17h à 21h au cours d'une cérémonie où on aura un certain nombre d'hommages et de témoignages avant effectivement que les artistes ne prennent le relais pour organiser un hommage en musique et beaucoup plus retentissant à la mémoire de Nkodo Sitoni, celui qui nous a produit un nectar absolument fabuleux de ce rythme qui a ses variantes au cœur du sud, du centre et de l'est Cameroun et qui a fini par essaimer sur l'ensemble du territoire, par rayonner en Guinée équatoriale, au Gabon, en Centrafrique, au Congo et puis également à atteindre les cimes du monde puisque Paul Simon avec Vincent Guigny ont repris également une version de Bikoutsi à leur manière. Msango Ben Abignon, que la paix soit avec vous.